Bismillah. Continuons notre cours sur les applications linéaires. On avait parlé de la composée d'applications linéaires. On avait dit qu'il s'agit d'une application linéaire. Puisqu'on parle de composée, on enchaîne immédiatement avec les bijections et bijections réciproques. Alors, que se passe-t-il lorsque votre application linéaire est bijective? Soit f, une application linéaire de E vers F, supposée bijective. D'accord? Celle que F est bijective. Bon, en tant qu'application, elle va admettre une application réciproque qu'on avait noté F-1 comme ça. Mais le surplus là, c'est que ce F-1, lui aussi, hein, ou bien elle aussi, elle sera une application linéaire. Alors f-1 est une application linéaire de quoi vers quoi? Eh bien, de f vers E. En effet, f1 est une application linéaire de E vers f. f-1 pour le moment, ce n'est qu'une application de f vers E. Pour démontrer la linéarité, on prend donc deux vecteurs là et un scalaire, soit U et V, deux vecteurs dans F, et je prends un scalaire lambda dans K. Et la question qui se pose, est-ce que f-1 de lambda U plus V est égal à lambda f-1 de U plus f-1 de V? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut distribuer le f-1 ici? Alors, ce qu'on voit ici, c'est juste une forme, c'est moi ce que je vois. D'accord? Ça c'est f-1 de x égale, et tout ça je le prends y. Donc je rappelle, pour une application linéaire qui est bijective, pour une application bijective, pardon, l'écriture f-1 de y, disons, hein, puisqu'on est là, est égale à x. Elle est équivalente à quoi? À f de x égale à quoi? Égale y. C'est bon? C'est-à-dire, on l'exploite, c'est mieux. Y dans l'ordre où elle s'est présentée. D'accord? Y, d'accord? On met le F de l'autre côté. Bon, donc mon équation, ou bien mon égalité étoile, est équivalente à lambda U plus V est égal à quoi? Est égal à F de, ça c'est notre X, ça c'est notre Y. Voilà, je l'écris. Y, et tout ça c'est notre X. D'accord? F de x, c'est-à-dire f de lambda fois f-1 de u plus f-1 de v. D'accord? En regardant maintenant ce f2, alors là on est face à l'image d'une combinaison. Or, on sait que f est linéaire. F linéaire nous permet donc d'écrire, on vient de distribuer le f, ce sera donc lambda fois f de quoi? De f-1 de u plus f de f-1 de v. Là, c'est comme si vous avez un x, là un y. F de lambda x plus y, c'est lambda f de x plus f de y. Et f de f-1 de quelque chose, c'est le quelque chose. D'accord? Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, on a abouti à une proposition qui est vraie, ça veut dire que le départ est vrai. Ça montre la linéarité donc d'une application réciproque. Alors, une telle application, c'est-à-dire f linéaire et bijective, on dit qu'il s'agit d'un isomorphisme. Une application linéaire bijective est appelée isomorphisme. Voilà, donc une application linéaire bijective est appelée isomorphisme. Et ce qui est important ici, c'est que le f-1, elle aussi, elle sera linéaire, c'est notre propriété. Et en plus de ça, d'accord, ben, elle est bijective. La bijection réciproque d'une bijection est une bijection. D'accord? C'est donc un isomorphisme. Il y a qu'un f isomorphisme, alors f-1, un isomorphisme. Madame Rahman, bon, on l'écrit comme ça. Si f, bon, sous forme de remarque peut-être, si f est un isomorphisme, alors f-1 aussi est un isomorphisme.
Et puisqu'on parle de propriété, alors si vous avez deux isomorphismes, si F et G sont des isomorphismes d'espace vectoriel, d'accord? Alors, leur composé, lorsqu'on peut parler de la composée, bien sûr, la composée d'isomorphisme est un isomorphisme. Pourquoi ça? On a déjà vu que la composée F et G sont deux applications linéaires. La composée d'application linéaire est une application linéaire. Donc ça, c'est un point. Je nous prends l'isomorphisme, il suffit d'évoquer le caractère bijectif. Or, on a déjà fait le cours de la première leçon sur la logique et les ensembles, les applications aussi. La composée de deux bijections est une bijection. Bijectif, donc leur composé est une bijection. Linéaire, donc leur composé linéaire. C'est donc un isomorphisme. Alors, maintenant, le point de la correspondance entre espaces. Donc F, on suppose qu'il est linéaire de E vers F. Et on s'est posé une petite question, on avait dit, que se passe-t-il si je prends un sous-espace dans l'espace de départ? Est-ce que son image est un sous-espace vectoriel? Et l'autre sens, si je me situe là maintenant, je prends un sous-espace dans F, est-ce que, l'autre sens, est-ce que son image est réciproque est un sous-espace vectoriel? Eh bien, la réponse est oui. C'est notre théorème là. Soit F, une application linéaire de E vers F. Alors l'image de tout sous-espace vectoriel, l'image d'un sous-espace vectoriel de E, l'image est située là, eh bien c'est un sous-espace vectoriel de F. D'accord? Et dans l'autre sens, l'image réciproque d'un sous-espace vectoriel de F, donc on prend un sous-espace là et on fait le tout ici, d'accord, est un sous-espace vectoriel de quoi? De E. Donc pour la démonstration, je prends donc un sous-espace là et on va travailler dans l'image. Donc je pose par exemple H, l'image de G. Il faut démontrer que H est un sous-espace vectoriel de quoi? De F. Alors pour ça, il suffit d'utiliser la caractérisation. Il faut démontrer donc, premier point, que H non vide. Et comment on démontre ça? On avait dit, je directement le 0. Car le 0 appartient à H, il ne faut pas hésiter. Et pourquoi est-ce que 0 appartient à H? Il faut l'écrire, il faut le voir comme étant une image. Alors, est-ce que vous voyez que 0 est une image d'un élément de G? Bien, rappelons la petite propriété. Face à une application linéaire, l'image du 0, c'est 0. Le 0 qui est là, je le vois comme étant un élément de G. Pourquoi est-ce qu'il est dans G? Parce que c'est un sous-espace vectoriel. On avait dit qu'il contient obligatoirement le 0. D'accord? Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point, stabilité par combinaison linéaire. Je prends donc un scalaire. Et combien de vecteurs je vais prendre dans H? Eh bien, 2 vecteurs, U et V dans H. Il faut montrer que lambda U plus V reste dans H. Comment démontrer ça? Pour dire qu'il est dans H, il faut que ce soit une image par F d'un vecteur de G. C'est-à-dire là, l'avant-dernière ligne doit se présenter comme ça. F de quelque chose qui est dans quoi? Dans G. Obligatoire. Donc, lambda U plus V appartient à H. On va y aller doucement, parce que le U, lui, il est dans H. Donc, le U lui-même, c'est une image d'un certain vecteur
de G. On va l'écrire A comme ça. V aussi, c'est une image. D'accord? Bon, A et B sont dans quoi? Dans G. D'accord? De sorte que lambda U plus V se présente comment? Lambda F de A plus F de B. Alors de là à là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On utilise la linéarité de F. F est linéaire. Donc ça nous donne F de lambda A plus B. Est-ce que lambda A plus B est dans G? Ben, la réponse est oui, parce que G est un sous-espace vectoriel. Il est stable par combinaison linéaire. D'accord? Donc voilà deux vecteurs. Donc lambda A plus B reste dans G. Ça y est, ça termine la démonstration. Alors on fait de même pour la deuxième. Je prends donc cette fois-ci un sous-espace vectoriel de F. Je pose G son image réciproque. J'espère que vous vous souvenez de ça. Ça, c'est la première leçon sur les ensembles et la logique. Et c'est le même cheminement, montrant que G est un sous-espace vectoriel de quoi? De E. Est un sous-espace vectoriel de E. Bien comment? Ben, il est non vide. Et on n'hésite pas car le 0 appartient à G. Et pourquoi est-ce que le 0 appartient à G? Mais je rappelle là, quand est-ce que X appartient à F-1 de H? Bien si seulement si F de X appartient à H. Voilà une caractérisation. D'accord? Là, la même chose. Quand est-ce que Y appartient à F de G? Bien si seulement si il existe un X dans G tel que Y égale F de X. C'est juste pour rappeler les choses. D'accord? Donc 0 appartient à G. Pourquoi? Parce que son image c'est quoi? Car F de 0, elle est égale à 0. Et le 0, il appartient bien à H puisque c'est un sous-espace vectoriel. D'accord? Deuxième point, stabilité par combinaison linéaire. Donc la même chose, je prends un scalaire lambda, deux vecteurs U, V dans G, et je montre que lambda U plus V reste dans G. Donc pour ça, il faut montrer que son image, F de lambda U plus V, elle est où? Elle est dans H. C'est bon? Donc on s'intéresse à F de lambda U plus V. Qu'est-ce qu'on va utiliser à votre avis? Eh bien, immédiatement, la linéarité de F nous permet de distribuer comme ça. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on lit là? F de U. Ben, le U, je l'ai pris dans G. D'accord? Ça veut dire que son image, elle est où? Elle est dans H. V, la même chose, elle est dans G. Ça veut dire que son image est dans H. Donc, on est face à une combinaison linéaire de vecteurs de H, sachant que H est un sous-espace vectoriel. Donc, le tout, il appartient bien à H. Alors, un cas très intéressant d'image et d'image réciproque de sous-espace vectoriel. Si je prends F, une application linéaire de E vers F, voilà, F, elle va aller de E vers F. Alors, si je prends E, on sait bien que c'est un sous-espace vectoriel de E, d'accord? Alors, l'image de E, c'est pas obligatoirement grand F. Quand est-ce que c'est grand F d'abord? Vous vous rappelez? Quand est-ce que l'image de E, c'est F en entier? C'est lorsque F est surjective, je l'écris là. F surjective, si seulement si, l'image de E, c'est quoi? C'est F tout entier. Tout Y là s'écrit comme image. Tout élément ici s'écrit comme image là. Alors là, on dispose juste d'un changement de notation. Mais quand on a les applications, l'image de E, c'est noté F de E. Mais quand on a des applications linéaires, d'accord, ben la notation, elle change. Le F de E, lui, on le note comment? Eh bien, im comme ça, de F.
D'accord? C'est lui qu'on appelle l'image de f. D'accord? En le sous-espace f de E, sous-espace de quoi? De grand F. D'accord? Notez im de f est appelé l'image de f. Est appelé l'image de f. Bon, je crois que ça c'est l'image de E par f. Ça serait l'image de E par f. Hein, mais on va le lire directement, l'image de f. Un autre ensemble, un autre sous-espace important, c'est l'image réciproque, c'est-à-dire les antécédents de 0, d'accord, de f. f moins 1 de singleton 0. Le sous-espace vectoriel de quel espace? Eh bien de E, d'accord? Les antécédents d'IA 0, on a dit que l'image réciproque, ça c'est un sous-espace. L'image réciproque d'un sous-espace est un sous-espace. Et ce sous-espace-là, on va lui changer de notation. On va écrire ker de f. Ker, c'est kernel en anglais. Et en français, c'est noyau. Est appelé noyau de f. Ce sont des sous-espaces très très importants. La première importance se situe là, donc immédiatement. Quand est-ce que f est surjectif? F de LEF. F est surjective si seulement si l'image, on change de notation puisqu'on est avec une application linéaire, l'image de f, c'est grand F. Donc déjà, cette proposition, voilà, elle s'écrit comme ça avec les applications linéaires. Alors qu'en est-il maintenant pour le caractère injectif? Comment est-ce qu'on va le traduire avec les applications linéaires? Eh bien là, si on regarde bien ce zéro-là, injectif en tant qu'application, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout élément ici admet au plus un antécédent. Regardons ce qui se passera en particulier pour le 0. Le 0, il va admettre au plus un antécédent. Et vous reconnaissez peut-être cet antécédent, c'est le 0. D'accord? Donc déjà, on peut écrire que l'image réciproque de 0 doit être égale au singleton 0. Mais on ne va pas l'écrire comme ça, on va utiliser cette notation. Ker de f égale à quoi? Singleton 0. On vient d'expliquer le sens qui est là. Oralement, c'est fait. Reste l'autre sens. Alors, si je suppose que le 0 admet un seul antécédent qui est le 0, pourquoi est-ce que notre application f est injective? Eh bien, vous vous rappelez, injective, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait deux éléments x et y, tels que f de x égale à y, et on essayait de montrer que x est égal à y. Vous vous souvenez de ça? Ben, c'est ce qu'on va faire. Bon, de départ, ça sera f de x égale à f de y, et on enchaîne. Alors, f de x égale f de y, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, on peut ramener le tout d'un côté. Ça s'écrira f de x moins f de y égale 0. Et là, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Eh bien, il suffit d'utiliser la linéarité de f. Notre application f est linéaire. Donc ça, c'est f de x moins y. Ça veut dire quoi? F de x moins y égale 0. Ça veut dire que x moins y est un antécédent de 0, c'est-à-dire qu'il appartient à ker de f. Bon, je précise davantage le ker. Là, remarque, quand est-ce que x appartient à ker de f? Eh bien, si seulement si, je mets un grand x, f de x égale à 0. Ça, c'est très très important pour les gens qui n'ont pas encore assimilé ça. X appartient à ker de f, ça veut dire qu'il est dans f moins 1 de 0, d'accord? Et il y a f moins 1 de 0, ça veut dire que f de x est égal à 0. D'accord? Bon, donc x moins 1 appartient à ker de f, et ker de f qu'on a supposé
égale à 0. Ça veut dire que x moins y est égal à quoi? Est égal à 0. C'est ce qu'on voulait. Donc, dorénavant, le caractère injectif, on ne va pas le démontrer comme ça c'est pour les applications. Hein. On va juste insister sur. Hein. Donc, en fait, pour démontrer le caractère injectif, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on parle juste, hein, il faut démontrer que ker de f est égal au singleton 0. Une inclusion est évidente. On vient de dire que le ker, c'est une image réciproque, donc c'est un sous-espace, il doit contenir le 0. Donc, à de l'inclusion, hein, ben, maintenant l'inclusion, donc je prends un élément dans ker de f, c'est-à-dire je prends un x tel que f de x égale à 0, d'accord? Et j'enchaîne afin de montrer que les x c'est obligatoirement le singleton 0. Ça démontre que ker de f est inclus dans le singleton 0, mais puisque l'autre inclusion est évidente, on va écrire l'égalité. C'est bon? Bon, en revenant sur les exemples qu'on avait dans le départ de notre cours, hein, ça va ces deux-là, d'accord? Donc la linéarité est déjà montrée, d'accord? Intéressons-nous maintenant au caractère injectif. Est-ce que f est injectif, par exemple? Eh bien, j'ai dit, il suffit de résoudre l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire là, f de xy, quand est-ce qu'il est égal à 0? Hein? On résout cette équation-là. Ça nous donne quoi? X plus y comme image, 2x moins y égale 0. Mais le 0 ici, vous voyez bien que c'est dans R carré. Hein? Ça nous donne un petit système à résoudre. Hein? X plus y égale 0 et 2x moins y égale 0. Alors si je fais L1 plus L2, j'obtiens, au lieu de L1, j'obtiens le x. D'accord? Donc ça me donne 3x précisément égal à 0. Et je laisse ça. Et ça nous donne donc x égale 0. Et là, on remplace et ça nous donne y égale 0. Donc vous voyez bien que hein, on peut conclure. Donc f est comment? Est injectif. Pourquoi? Parce que ker de f serait réduit au singleton 0. D'accord? Ça c'est pour dire que xy appartient à ker de f. Quand est-ce que xy appartient à ker de f? C'est seulement si son image égale 0. Et on vient de trouver uniquement la solution nulle. Voilà. Puisque ker de f égale 0, ça veut dire que f est injectif. D'accord? Faisons la même chose. Essayons pour g. Est-ce que g est injectif? Ben, c'est le même départ. On veut déterminer le ker de f. D'accord? Bon, ça, c'est équivalent à quoi? À f de P égale 0. Et on n'a qu'à remplacer. C'est quoi l'image de P? C'est P de 1. Quand est-ce que P de 1 est égal à 0? Eh bien, ça veut dire tout simplement que le 1 est une racine de P. Et donc, notre P doit s'écrire comment? X moins 1 fois un certain polynôme Q. Donc, ker de f, on vient de le déterminer, c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent comme ça, sans condition sur le Q. Q, c'est n'importe quel polynôme. On est dans R, je suppose, oui. Voilà. Donc là, on voit hein, que ker de f est différent du singleton 0. Il y a dedans des polynômes qui ne sont pas nuls. Si vous prenez par exemple q égale à 1, il suffit de dire que x moins 1, il appartient bien à ker de f. Donc ce n'est pas réduit au singleton 0. Et puisque vous n'avez pas ça, notre application G, elle n'est pas injective. D'accord? G n'est pas injective. Alors, essayons de voir maintenant côté surjectif de la chose. Est-ce que f est surjective? Ben, il suffit de déterminer l'image de f. C'est quoi l'image de f par définition? On a dit c'est l'ensemble en images. L'ensemble image c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les images. Alors vous voyez bien vos images là. Donc c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent x plus y, 2x moins y, hein, les images de tous les vecteurs de R carré.
Alors, vous commencez à vous familiariser avec ces espaces-là. Notre objectif, c'est la précision de cette image, c'est quoi? Bon, on peut écrire ça sous forme de combinaison. Donc, c'est x1, 2 plus y fois 1 moins 1. Donc, on peut voir que notre image est engendrée par combien de vecteurs? Eh bien, par 2 vecteurs. Ça, c'est vecteur u, v. Donc, déjà pas mal. Notre ensemble espace image est engendré par 2 vecteurs. En précisant davantage notre espace, ben, il suffit, donc ça c'est une famille génératrice, et donc il faut créer une base. Si ce n'est pas une base, vous nous donnez une base. Eh bien, avec U et V comme ça, ben, j'espère que vous avez travaillé beaucoup d'exercices pour voir immédiatement qu'il s'agit d'une famille libre. Pourquoi libre? Parce qu'on ne peut pas écrire V sous la forme lambda U. D'accord? Si vous écrivez V égale lambda U, ça veut dire que 1 est égal à lambda. Donc lambda est égal à 1. Et lorsque j'écris moins 1 égale 2 fois lambda, je tombe en contradiction. Donc ça, c'est une famille libre et c'est une famille génératrice de l'image de F. Donc c'est une base de l'image de F. Donc UV est une base de l'image de F. D'accord? Ça veut dire que la dimension de l'image de F, c'est combien? C'est le cardinal de n'importe quelle base, c'est 2. Ah, raisonnons un petit peu. L'image de F est un sous-espace vectoriel de R carré, et regardons les dimensions. Ça c'est grand F, ça c'est grand E. Dimension de sous-espace est égale à la dimension de l'espace. Quand est-ce que ça se produit? Eh bien, c'est lorsque le sous-espace est égal à l'espace en entier. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vient de montrer ici? Que l'image de F, c'est l'espace d'arrivée en entier. Et ça, c'est exactement la caractérisation d'une application surjective. L'image de F égale grand F, ça veut dire que votre application est surjective. D'accord? Donc F, elle est surjective. Surjective et injective, ça veut dire qu'on est face à quoi? Oui, à un isomorphisme linéaire et bijectif, ça veut dire que c'est un isomorphisme. Alors, si on regarde bien notre exemple ici concernant l'image de F, ce qui m'intéresse, c'est cette lignée-là précisément. D'accord? L'image de F, c'est vecteur UV. Et si on regarde de près, c'est quoi U, c'est quoi V? U, comment est-ce qu'on l'obtient ici? Eh bien, c'est en donnant à X la valeur 1 et à Y la valeur 0. C'est-à-dire, on travaille avec le couple 1, 0. 1, 2, on l'obtient comme image du couple 1, 0. D'accord? C'est 1, 2. Vous devinez peut-être pour le vecteur V. D'accord? Ce sera l'image de 0, 1. 1. Deuxième vecteur, c'est 1 moins 1. Voilà. C'est bon? Eh bien, ça, c'est général. Comment obtenir l'image de F? Eh bien, l'image de F, je peux dire que c'est le sous-espace vectoriel engendré par quoi? Eh bien, engendré par les images. Ça, c'est quoi? C'est une base de R carré. Je prends une base de R carré, je regarde les images, ça engendre un sous-espace vectoriel, c'est exactement l'image de votre. Voilà, donc ça c'est notre proposition. Hein. Si vous avez une application linéaire de E vers F et vous supposez que le E est engendré, bon, pas obligatoirement base, mais juste une famille génératrice. D'accord? Vous oubliez le terme base. Si on a une famille génératrice de E, c'est quoi l'image de F? Ben, c'est le sous-espace engendré par les images de ces vecteurs. D'accord? En effet,
un sens est évident, c'est celui-là, d'accord? Cette inclusion, c'est l'évidence. F de E1 jusqu'à F de E1, ce sont des vecteurs de l'image. Ce sont des images, d'accord? Pour tout cas, allons de 1 jusqu'à n. Donc il y a des gens qui n'aiment pas écrire le quel que soit ici, mais peu importe. C'est bon? Donc, le sous-espace vectoriel engendré par ça, c'est un sous-espace vectoriel engendré, hein, f de 1, etc., f de n, est inclus dans l'image de f, d'accord? Si vous avez des vecteurs dans un espace, le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs reste dans cet espace. L'autre inclusion maintenant, si vous prenez un vecteur là, pourquoi est-ce que c'est une combinaison linéaire de ça? Eh bien c'est simple, je prends une image L. Une image, ça veut dire que y est égal à f d'un certain x. Or le x, il est situé où? Eh bien il est dans E. Et le E, il est généré ou bien engendré par cette famille-là. Donc, d'accord? Bon, on va mettre G là, ça, au lieu de B. Hein? Donc le x, il va s'écrire, disons, un certain x1 fois E1 plus, etc., xn fois E1, de sorte que f de x, j'utilise la linéarité de f, ça me permet donc de distribuer le f sur chaque vecteur ici. Voilà. C'est bon? Et qu'est-ce qu'on lit là? Eh bien ça, c'est une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. D'accord? Ça veut dire qu'il appartient à un vecteur de quoi? F de 1, etc. jusqu'à f de 1. C'est ce qu'on voulait. D'accord? Ça, c'est notre y. On prend un exemple. Je prends l'application de R3 dans R carré qui est au triplet x, y, z associé le couple, non, je m'excuse, un couple. Bon, je mettrai juste ça. Voilà, un couple. Le couple, là c'est deux, hein? Ça. Bien, f, d'abord, il faut s'assurer qu'on est face à une application linéaire, sinon on ne va pas continuer. F est linéaire, comment démontrer ça? Eh bien, il faut démontrer que l'image de lambda u plus v, c'est quoi? C'est lambda f de u plus f de v. C'est quoi votre u et votre v? Ce sont deux vecteurs de R3. Donc u, par exemple, vous le prenez x, y, z. Et v, c'est un x', y' et z'. D'accord? Lambda, c'est juste un réel. Le corps de base ici, c'est R. D'accord? Et vous raisonnez. Donc, je dois d'abord reconnaître mon lambda u plus lambda v, plus v, pardon. Ce sera donc lambda x plus x', première coordonnée. Deuxième coordonnée, lambda y